retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Marseille, pas moins de 5 tentatives de meurtre ont été dénombrées en une seule et même nuit. C'était la semaine dernière, un enchaînement de faits violents qui n'ont, semble-t-il, pas de lien entre eux. La lutte contre les vols de matériaux et de métaux sur les chantiers, c'est une délinquance qui s'organise et dont le coût se monterait à plus d'1 milliard d'euros chaque année. Reportage dans ce journal. Et puis, il est de plus en plus connu et il est de plus en plus apprécié aussi. L'image des vins du Languedoc-Roussillon progresse selon une enquête demandée par le Conseil général de l'Hérault. Mais tout d'abord, donc, retour sur une nuit particulièrement sanglante à Marseille. Ça s'est passé entre le jeudi 29 et le vendredi 30 mai. La police a dénombré pas moins de 5 tentatives de meurtre en l'espace de 10 heures. Des faits qui n'ont a priori pas de lien les uns avec les autres. Les explications avec ce reportage de Léa Ruguillot et Axel Buteau. Tout commence au quai du port, il est 19h, un homme de 28 ans devient la cible d'un groupe de 15 personnes. Avec des couteaux, il est frappé à la tête, au dos et à l'abdomen. Selon la police, la tentative de meurtre aurait un lien avec les récentes tensions entre les revendeurs clandestins de cigarettes du marché des Capucins. Des tirs de plomb, c'est ce dont est victime un homme de 21 ans. Un peu plus tard dans la nuit, après avoir été pris en charge par l'hôpital européen, il quitte rapidement les lieux. À quelques kilomètres de là, une femme de 21 ans est grièvement blessée. Elle vient de recevoir plusieurs coups de couteau lors d'une rixe dans un bar de la rue Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement. Il est 1h30 avenue du Prado lorsqu'un homme reçoit le même sort. Il est découvert gisant dans son sang après avoir été poignardé au bras et au ventre. La nuit sanglante ne s'arrête pas là. Bientôt, un homme de 29 ans est hospitalisé. Une balle lui a traversé la jambe. Enfin, à 5h, dans une rue du 8e arrondissement, un homme de 26 ans est touché par balle à l'abdomen. Dans un état critique, il sera transporté à l'hôpital de la Conception. Cette vague criminelle reste néanmoins exceptionnelle. Les forces de police assurent une nette régression des violences commises à Marseille. Et justement, à ce propos, je vous propose d'écouter l'avis de David Olivier Réverdy, le délégué départemental du syndicat de police Alliance. Pour réimager par rapport à ces faits divers de ce week-end-là, ça s'est commis dans tous les quartiers de la ville, aussi bien secteur nord, secteur centre, secteur sud. Ce sont des actes isolés. C'est vrai que c'est quand même un peu étonnant qu'ils soient tous commis dans ce laps de temps extrêmement court, mais encore une fois, ça ne vaut pas généralité et c'est surtout pas à prendre quand on fait le bilan sur l'ensemble de l'année. C'est ça qui est important et non pas quelques actes isolés pris sur 24 heures. On l'a vu, Marseille est une ville où se commet des violences plus ou moins importantes, où la violence est exacerbée, est à fleur de peau et ça peut très vite dégénérer en des choses extrêmement graves. Mais encore une fois, Marseille n'est pas les repères de tous les règlements de compte en France. Voilà, et puis sachez en bref que 6 hommes ont été interpellés et présentés chez le juge d'instruction à Marseille ces derniers jours. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau de braqueurs particulièrement dangereux. L'un d'entre eux est un fugitif fiché au grand banditisme. Ces interpellations font suite à la découverte d'une cache d'armes il y a quelques mois dans le quartier de la Caplette. On part dans l'Hérault à présent où les vols de métaux se multiplient. 31 vols de câbles ont été recensés depuis le début de l'année. Parmi les principales cibles de cette délinquance qui s'organise, les chantiers de construction. Exemple sur le chantier de déplacement de l'A9 autour de Montpellier. Julien Drieski et Grégory Hudron. Accès extrêmement réglementé, tenue de chantier obligatoire. Même les voitures doivent être garées dans un certain sens. L'entrée à la base de vie du chantier se fait sous haute surveillance. La raison est simple, trop de matériel sensible. On demande que ça soit vraiment bien sécurisé. La base de vie est le premier élément qu'on vient pénétrer sur un chantier. Voilà, donc après il y a les grues, il y a aussi le matériel, mais donc les conteneurs et la base de vie sont souvent liés et donc les effractions se font beaucoup sur la base de vie. Alarmes, caméras infrarouges ou encore vidéosurveillance ont remplacé les maîtres chiens pour plus d'efficacité.
On détecte des intrusions grâce à ces caméras qui envoient un message radio vers une centrale qui est installée dans la base vie et ensuite vers un télésurveilleur qui lui envoie un intervenant sur place. Et quand on détecte l'intrusion, il y a des flashs qui s'illuminent sur le chantier pour prévenir l'intrus qu'il a été détecté. Ces phénomènes s'intensifient à tel point qu'une commission s'est réunie ce mardi 3 juin à la préfecture de Montpellier afin de signer une convention visant à lutter contre le vol et le recel de métaux. Le vol de métaux est un véritable fléau et le profit que tirent les voleurs de la revente des métaux qui volent est sans comparaison avec les dégâts matériels et les coûts pour la société qu'entraînent ces vols et ces dégradations. Une enquête du BTP en 2007 montre qu'une entreprise sur 2 a déjà été victime de vols, dépassant les 10 000 €. Autre titre ce soir avec un exercice grandeur nature au large de Marseille. Imaginez le crash d'un avion à 50 km des côtes. C'est le scénario catastrophe auquel ont dû faire face les secours coordonnés par la préfecture maritime de la Méditerranée. Sidonie Caneton. Il faut faire vite, les premiers blessés arrivent par hélicoptère. L'évacuation est réglée au millimètre vers le poste de secours avancé pour un premier diagnostic. Moi, le patient que j'ai, c'est une hypothermie sévère. Donc, il va falloir qu'on le réchauffe au maximum et surtout, il y a des gros risques cardiaques pour eux quand on va les mobiliser, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait des prises en charge médicales. 30 passagers plus les membres de l'équipage étaient à bord de cet avion. Au départ de Marseille, ils devaient rallier Palma de Majorque. Le trajet s'est arrêté en mer à 48 km des côtes. Un important dispositif est déployé. Nous avons mis en place le premier échelon du plan Orsec Novi, soit une cinquantaine de personnes et une quinzaine de véhicules. Le plan Orsec Novi est déclenché dans toutes les situations où on se retrouve confronté à plus de 10 victimes. 4 hélicoptères de 3 nationalités différentes ont effectué des rotations pour ramener au plus vite les blessés légers, les plus graves étant transportés directement vers les hôpitaux de la région. On a affaire à des vrais professionnels du sauvetage en mer et des vrais professionnels de la prise en charge de naufragés à terre. Il y a 2 autorités opérationnelles, une autorité opérationnelle pour la gestion de la crise sur le plan maritime et une autorité opérationnelle pour la gestion de la crise d'un point de vue terrestre. Le but de cet exercice, entraîner les hommes à ce type d'événement. Dans l'année, une dizaine d'opérations similaires ont lieu. Le dernier vrai crash en Méditerranée remonte à 2004 au large de l'Égypte. On passe maintenant au résumé de l'actualité nationale de la journée. Coralie Beck. Suite du feuilleton à l'UMP pour la présidence du parti. Brice Hortefeux souhaiterait le retour de Nicolas Sarkozy, seul à pouvoir combattre le FN selon lui. Heureux de la démission de Jean-François Copé, François Fillon veut à présent combattre l'ex-président pour lui empêcher de reprendre les rênes. Il veut éviter que l'ancien chef de l'État supprime les primaires et s'impose seul candidat en 2007. Le ministère des Transports envisage la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence pour améliorer la fluidité du trafic. Ce dispositif serait mis en place pour les taxis, bus et covoiturage lors des formations de bouchons autour des métropoles. Le concept est déjà testé avec succès à Grenoble. Le ministre Frédéric Cuvillier a demandé le recensement des lieux où l'optimisation des bandes d'arrêt d'urgence serait efficace. La garde à vue de Mehdi Nemmouche a été levée. Le suspect dans l'affaire de la tuerie au musée juif de Bruxelles refuse son extradition vers la Belgique. Il est placé en détention dite sous écrou extraditionnel. Lors de son interrogatoire, il avait déclaré avoir volé les armes en sa possession. Un mandat d'arrêt européen lui a été notifié. Dans l'actualité locale également aujourd'hui, les jardins partagés de Saint-Mauron à Marseille ont été officiellement inaugurés aujourd'hui. C'est dans le 3e arrondissement, un projet destiné à offrir un espace vert au quartier et à créer de la cohésion sociale. Mais même si l'idée est belle pour les habitants, cela ne suffit pas à changer l'ambiance dans le quartier. Jennifer Chenet, Florent Giroux. Une ancienne friche transformée en jardin partagé. C'est ici, dans le quartier de Saint-Mauron, que cet espace vert a trouvé sa place et ses premiers jardiniers. En fait, on est en train de faire un pot où on met de la terre, on prend une feuille, on le met dedans. Une longue passerelle en bois permet aux habitants de cultiver un petit bout de terre. Un projet important dans ce quartier paupérisé de Marseille qui vise aussi à rassembler la population. Mais pour certains, ce jardin ne suffit pas.
Le réaménagement, oui, c'est bien, parce que bon, c'est vrai que ça embellit une partie du quartier, mais tout le reste, c'est laissé à l'abandon, quoi. Donc c'est pas la solution. C'est bien beau qu'il y ait ça aujourd'hui, mais il faut que ça suive. Et là, on se bat contre des moulins à vent, quoi. Car à quelques pas de là, en haut de la rue Félix Piat, il y a ce lavoir qu'affectionnent particulièrement ses habitants. Mais chaque semaine, ils le retrouvent inondé de déchets. Alors un jardin pour le quartier, oui, mais pour eux, d'autres solutions sont à trouver. Et la maire de secteur le sait. Moi je comprends et c'est légitime qu'un bout de terrain qu'on aménage en espace vert, c'est pas le bout du monde et c'est pas une finalité, mais ça fait partie du processus d'amélioration du quartier et il faut qu'on continue. Pour l'heure, tous espèrent que le jardin germera et avec lui l'ensemble du quartier Saint-Mauron. Les vins du Languedoc-Roussillon sont de plus en plus appréciés. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'Institut IFOP pour le Conseil général de l'Hérault. L'image des vins de la région s'est nettement améliorée. Reportage Audrey Delabre et Céline Durchon. 86% des Français ont une bonne image des vins du Languedoc et cela se confirme notamment chez les jeunes. Mais moins de la moitié peuvent citer des productions locales. Mis à part le Faugère, le Saint-Chinian et le Pic Saint-Loup, les vins de la région manquent de notoriété. Quand on a une image aussi négative que celle qu'on a eue, pour reconquérir la confiance et la crédibilité des consommateurs, il faut du temps. Du travail, il faut de l'engagement, ce qu'ont prouvé jusqu'à aujourd'hui nos viticulteurs, mais il y a encore une marge de manœuvre, encore un escalier à franchir et nous sommes donc dans le partenariat au quotidien et c'est pour ça que nous avons réalisé cet acte pour qu'il soit sensibilisé au constat réel. 1000 personnes ont été sondées pour connaître leur consommation. Plusieurs critères sont pris en compte lors de l'achat d'une bouteille, le prix, l'apparence, la réputation, mais pour 78% des Français, c'est la qualité qui est déterminante. Et près des 3/4 estiment que la production de la région s'est améliorée ces dernières années. Cette enquête est une enquête qui est un trésor de données sur lesquelles nous pourrons nous fonder pour, avec les viticulteurs, faire progresser les choses. La France est le 3e pays consommateur de vin dans le monde et l'Hérault ne déroge pas à cette norme puisque la moitié des Héroltais en consomment chaque semaine.